Donc, Emmanuel Macron n'a absolument rien à dire parce que l'algorithme est devenu le nouvel agenda politique. Et on a là une hypocrisie terrible parce que la politique, finalement, ne crée plus le débat, elle vient réagir à ce que les réseaux amplifient. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Donc, vous savez, on est encore à Paris pendant encore une semaine et demie. Et on inaugure en fait ce nouveau format dont on vous a parlé, qui est finalement une réaction à l'actualité. Sur cette chaîne, on va réagir à l'actualité, mais finalement d'une façon toujours irriguée par la parole de Dieu, de montrer que le chrétien est aussi un chrétien dans la cité et qu'il a des grands thèmes à développer, mais ces grands thèmes, effectivement, on les fera sur l'autre chaîne, Academia Sacra, sur une autre chaîne qu'on va créer ici et maintenant. On traite de l'actualité. Doucement, doucement, on va y arriver. On traite de l'actualité brûlante, de l'actualité de la semaine, et on va porter dessus un regard chrétien qui est un regard d'amour et de vérité. Beaucoup d'amour. C'est ça. Beaucoup d'amour. Sur le thème qui s'intéresse aujourd'hui, oui, effectivement, il y a de quoi s'énerver, puisque c'est le discours d'Emmanuel Macron, la maraude d'Emmanuel Macron sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, Emmanuel Macron a expliqué qu'il fallait protéger les jeunes des réseaux sociaux et en particulier a pris deux exemples, l'extrême droite sur Twitter, les contenus salafistes sur TikTok. Il explique que nous sommes face véritablement à un déferlement de haine. Alors moi ça me fait bien rigoler parce que l'extrême droite sur Twitter, je veux bien savoir combien de gamins de moins de 15 ans vont souvent sur Twitter. C'est intéressant parce que, et on va en parler, en réalité, c'est une vraie difficulté. Oui. Une vraie difficulté de savoir quelles sont les intentions d'Emmanuel Macron, Oui, c'est ça. Et on va en parler. Cela étant, il part d'un constat qui est juste. Oui. Et c'est peut-être l'effet pervers. C'est qu'au fond, on ne peut pas ne pas être d'accord avec le constat. Bien sûr. Et quel est ce constat? Le constat... Il faut protéger, en fait, les enfants... Oui, mais finalement, le constat, d'abord, c'est la réalité numérique. Oui. Numérique au sens des réseaux, mais au sens des chiffres. 67% des enfants de 8 à 10 ans et 86% des enfants de 8 à 18 ans utilisent les réseaux sociaux. Et Emmanuel Macron, ce qu'il vient d'expliquer, c'est que les réseaux sont nuisibles aux enfants. 79% des Français partagent cet avis. On est tous d'accord là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que les jeunes, appelons ça comme ça, sur la tranche large, 15 à 24 ans, c'est en gros 5 heures par jour sur les réseaux. Et le problème, c'est que nous avons à côté de ça une hausse de 45% des troubles anxieux et dépressifs chez les enfants. Moi, ce qui me choque, c'est surtout que les enfants de 3 à 5 ans, je crois, regardent à peu près 4 à 5 heures par jour. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas 3 à 5 ans, c'est un peu plus. Je crois que c'est 7-10 ans. Et effectivement, il y a 3-4 heures, je ne pense pas. Parce qu'on a un peu moins. Il me semble qu'on j'avais vu 2 heures. Mais beaucoup, en effet. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à être dans quelque chose, 3 à 6 ans, là. Combien t'as dit 3 heures 4-5 heures Non, je crois que c'est 3 heures, 3 heures et demie, il me semble. Déjà, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. C'est complètement énorme. Effectivement, j'ai retrouvé la référence, là, qui est une référence scientifique sur lesquelles, entre 3 et 6 ans, un enfant français regarde déjà 3h40 de vidéos par jour, souvent sans réel contrôle parental. Alors... Ben oui, parce que les réseaux remplacent un peu la babysitter. C'est un fait, en effet. Le problème qu'il faut bien comprendre, c'est que 70% des contenus qui sont proposés et consommés, en tout cas par les adolescents, proviennent des algorithmes. Pour le dire autrement, ce sont pas eux qui choisissent ce qu'ils regardent, c'est une intelligence artificielle qui s'adapte à leur s'adapte et le fait à leur place, en fait. Et qui fait des tests, au fond. Ce qu'elle fait, c'est des tests. Elle balance des trucs, et si vous accrochez, elle vous en propose d'autres. Et le problème, c'est qu'il y a une vraie difficulté avec ça, c'est que ça fonctionne exactement avec les mêmes mécanismes addictifs que la drogue. Et si on parle beaucoup de la drogue, on parle peu,
finalement, de cette addiction numérique. On commence à en parler, mais assez peu. Et c'est une véritable difficulté parce qu'elle obéit au même mécanisme. On parle un peu de l'addiction aux jeux violents pour les enfants parce qu'on a vu que certains enfants qui sont des criminels ont été aussi influencés par ces jeux en ligne. Mais on parle beaucoup moins des réseaux, je trouve. C'est une réalité, effectivement. Bon, quoi qu'il en soit, on a un problème. Il faut partir du principe acquis qu'on a un problème. Et donc, sur cela, le constat d'Emmanuel Macron peut paraître juste a priori. Oui. Mais... A priori. A priori. Pourquoi a priori? Parce que c'est le problème de l'éthos. C'est-à-dire, au fond, qui parle? Pourquoi maintenant? Qui parle? Et quelle est finalement derrière l'intention? Oui, puis bon, si Emmanuel Macron souhaitait du bien à nos enfants... Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point. C'est qu'en fait, comment ce pouvoir politique qui dénonce les dangers des réseaux sociaux pour les jeunes peut expliquer s'y mettre en scène de façon méthodique aussi régulièrement. À destination des jeunes aussi. Parce que quand il a fait venir McFly et Carlito, c'était pas pour les plus de 50 ans. Très exactement. Très exactement. Et effectivement, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a toute la problématique lorsqu'il se met en scène lui-même en parlant directement aux jeunes sur TikTok, lorsqu'il se fait interviewer par Thibaut Inchep, il vient désacraliser la fonction, ce qui quand même ne va pas s'en poser problème. De sorte qu'on peut être étonné de ce qu'il vienne ainsi parler d'une interdiction et d'un danger qui justifie cette interdiction d'un réseau social qu'il utilise à souhait et contre souhait. Tandis que le problème, c'est qu'il faut bien mesurer aujourd'hui que la parole politique, elle est complètement façonnée par le réseau social et qu'elle est même pensée pour le réseau social. Tout le monde regarde les hashtags du jour. Il faut savoir, les hashtags du jour, bien sûr, mais il faut mesurer que, selon la Fondation Jean Jaurès, les réseaux sociaux sont devenus des outils de mesure en temps réel de l'opinion et surtout de la popularité politique. Pour le dire autrement, les hommes politiques adaptent leur image en fonction de la cible à laquelle ils s'adressent et finalement, on regarde de façon claire un calcul électoral qui n'est plus seulement fait et plus tellement à partir de sondages, mais à partir de l'engagement algorithmique. Dites-moi ce que vous regardez et je vous dirai effectivement comment vous parlez à vous, citoyens, et plus particulièrement des jeunes. Et il faut bien mesurer que les équipes de campagne utilisent tout un tas de dispositifs pour suivre les hashtags, les pics d'engagement par tranche d'âge et les mots chauds. On appelle les hot words, qui est véritablement un truc qui est un concept, qui vise à explorer quels sont les mots qui ont explosé sur les réseaux sociaux et qui reviennent un peu en boucle, de sorte que les sujets abordés dans les 24 heures suivent un pic de tendance qui génère jusqu'à 6 fois plus d'engagement que s'il n'existait pas. Et donc, pour le dire autrement, plus ça buzz, plus moi, politique, je vais essayer de prendre... Je vais essayer de m'insérer dans le buzz, quoi, et de faire mon propre buzz dans le buzz. Et les hashtags structurent les prises de position publiques. C'est un truc extrêmement fascinant parce que des cabinets de communication analysent en temps réel l'influence, les tendances pour conseiller les élus. De sorte que Reuters a dit en 2023 que l'agenda politique national est désormais complètement indexé sur les tendances sociales numériques. Et qu'un thème absent de TikTok ou de X n'existe plus médiatiquement et donc politiquement. Ce ne sont plus... Oui, peu importe si c'est quelque chose qui est bien pour le pays. Peu importe. 72% des députés français utilisent au moins un hashtag stratégique par publication politique. Il y a un truc, une étude avait été faite sur la réforme des retraites. Pendant les débats sur les retraites, les parlementaires suivaient heure par heure
les hashtags, hashtag réforme des retraites, hashtag grève générale, pour ajuster le ton et la fréquence de leur publication. Et les interventions hors tendance étaient 2 fois moins reprises par les médias en ligne. On est dans l'ère du buzz. C'est-à-dire qu'au fond, tout à l'heure, on a évoqué la circonstance que nos enfants passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec le fait qu'ils développent, au fond, une addiction à ces derniers, mais la première des addictions, elle est celle des politiques face aux réseaux sociaux. De sorte que venir utiliser l'argument de la protection des enfants, alors que nous-mêmes, on fait tout, au fond, pour s'adresser à ces derniers, et on utilise les réseaux sociaux, au lieu de donner un exemple en la matière, on vient précisément les utiliser, je l'ai dit, à tort et à contre-temps. C'est un réel problème, parce que ce qu'on montre comme exemple, c'est que la viralité émotionnelle a remplacé la logique rationnelle. On dit que le like de TikTok a remplacé le logos d'Aristote, et c'est de la faute des hommes politiques. Donc je ne veux entendre parler personne d'interdiction des réseaux sociaux à des mineurs, en mettant en danger, en excipant du danger qu'ils représentent les réseaux, parce que finalement, ils sont ceux qui alimentent la machine et le monstre. Une étude de Harvard Kennedy School récente a montré que la communication, sur la communication politique, bien écoutez ce que je vais dire, les propos qui expriment colère ou ironie en politique sont 8 fois plus partagés que les propos explicatifs, et que les émotions de colère et même feinte par les hommes politiques ou de dérision génèrent un algorithme beaucoup plus important et donc une visibilité plus importante, de sorte que les conseillers viennent conseiller précisément à leurs poulains de feindre la colère, de faire du clash, de faire du buzz. Je disais dans une précédente vidéo jadis qu'au fond, Cyril Hanouna est un Macron sans cravate, et que Macron est un Cyril Hanouna qui a fait Sciences Po, et qu'en cela, la candidature, un temps présumé, de Cyril Hanouna à la présidence, était tout à fait dans le thème de l'époque. Mais d'ailleurs, il n'y avait qu'à voir comment les hommes politiques se pressaient chez Cyril Hanouna. Absolument. Sur TPMP. Absolument. Donc, La politique n'essaie plus de convaincre, le politique n'essaie plus de convaincre, il essaie d'exister dans le flux. Et la phrase n'est pas de moi, elle est de Julia Cagé, qui est politologue, et j'aime beaucoup cette expression que je reprends à mon compte, qui est vraiment de dire, il y a un moment où réellement, on a un politique qui ne vit plus que par le réseau numérique. On se demande après pourquoi la France ne va pas bien. Mais la France, tout le monde s'en fout, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est eux. C'est eux. Il y a autre chose qu'il faut bien mesurer, c'est que nos hommes politiques réagissent exactement comme nos adolescents, en ce que... Ils sont addicts. Les conseillers oui, mais il n'y a pas que ça. Les conseillers en communication fixent les plages de publication politique selon les pics d'activité du public. Et que donc, les tweets politiques postés entre 8h30 et 9h, ou entre 19h30 et 20h, obtiennent un taux d'engagement moyen supérieur de 230% à la moyenne. Bah forcément, quand ils sont en classe ou quand on est au travail, on ne regarde pas. Je rappelle que 19h30, 20h ou 21h, c'est le pic de TPMP. Donc, et les points presse et les interventions des politiques sont calés pour coïncider avec ce qu'on a appelé les fenêtres de viralité sur les réseaux. Donc, Emmanuel Macron n'a absolument rien à dire, parce que l'algorithme est devenu le nouvel agenda politique. Et on a là une hypocrisie terrible, parce que la politique, finalement, ne crée plus le débat, elle vient réagir à ce que les réseaux amplifient. Et en fait, Emmanuel Macron a jeté en pâture, en particulier son épouse, Brigitte Macron, à travers cette question terrible de son genre. Pour ma part, j'approuve que fort peu tout le bazar fait autour de cette dame, et peu importe. Mais le fait est que lui-même s'est servi de ça comme élément politique, et que la circonstance qu'il poursuive Candace Owen aux États-Unis montre qu'en fait, c'est véritablement une amplification. Il réagit exactement en venant. Ce qu'il fait, c'est qu'il réagit à ce que les réseaux
amplifie. Et il vient se mettre au niveau des réseaux. Il est le premier influenceur de France, Emmanuel Macron, et qui vient donc être le premier des dangers pour nos enfants, parce qu'il devrait incarner une fonction sacrée, qui est celle du temps long, qui est celle de la politique, qui n'est plus seulement l'écho du flux. Or, Emmanuel Macron n'est qu'un flux permanent. À la différence, la reine Elisabeth avait bien compris qu'il ne fallait jamais s'expliquer, jamais se plaindre auprès des journalistes. Parce qu'il y a une fonction sacrée, ouais. il y a une sacralisation de la fonction. Et le problème, c'est que la parole, jadis, pourrait-on dire, éclairait la cité. Aujourd'hui, elle cherche à éclairer les écrans. Et disant cela, on a mesuré toute la difficulté. L'écran, c'est le temps court. La cité, c'est le temps long. Nous n'avons plus de cité. Nous n'avons plus que des écrans. Donc, ce que nous enseignons à nos enfants à travers la fonction politique, c'est au fond d'abonder dans ce vertige informatif déformé qui est celui des réseaux sociaux. Emmanuel Macron et les hommes politiques sont les premiers responsables de l'addiction de nos enfants aux réseaux sociaux. En tout cas, s'ils n'en sont pas les premiers responsables, ils n'en sont certainement pas les derniers, et ils font en sorte que ça s'aggrave. Et l'interdiction, elle vise un autre agenda. En tout cas, elle prend le risque de viser un autre agenda. Car, je voudrais savoir, Emmanuel Macron parle de l'information non filtrée, et dit que les réseaux sociaux n'ont pas vocation à partager l'information. Mais mesure-t-on la gravité de ce propos et comment ne pas être inquiet et comment ne pas être doublement inquiet si l'on considère qu'en plus, pour assouvir une fin qui commence peu ou prou à basculer vers un soft totalitarisme, eh bien, il prend appui sur nos enfants. Il prend le prétexte réel du danger de nos enfants pour finalement, sur lequel 79% des parents ne peuvent être que d'accord, pour assouvir finalement des fins bien moins légitimes. Oui, il aura empêché de réseaux sociaux une partie de la population. Et à quand la prochaine? Parce que il essaye de nous faire croire que les réseaux sociaux sont peu ou prou des lieux de divertissement et au fond d'informations tronquées. Mais la vérité, c'est que le réseau social, il est aussi un lieu de contre-pouvoir. Oui, au niveau du Covid, on a bien vu ce que ça donnait. Le Covid, on a bien vu qu'il y a eu une suppression de l'information au nom de la désinformation, et que donc c'est le pouvoir qui décide de comment... Qui a la bonne information et pendant le Covid, qui ne l'a pas. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, où nous serions-nous informés? Oui, c'est vrai, il y a eu plein de problèmes. Néanmoins, il y a eu plein de désinformations. Mais d'où venait-elle la désinformation? Uniquement des réseaux sociaux? Et uniquement, finalement, des complotistes, pour faire simple? Et est-ce que le pouvoir en place n'était pas le premier vecteur de l'information? On a montré que c'était très clair que si. Le fait est que, pendant le Covid, il y a quand même des informations que l'on disait fausses, qui sont avérées vraies. On voit bien que derrière tout ça, il y a une volonté de contrôle de l'information. On voit bien que finalement, il y a derrière un projet politique, personne n'est dupe. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, personne n'est dupe. Donc, oui, il y a un réel souci sur les enfants et les réseaux sociaux, et c'est le sujet qu'on va aborder finalement rapidement là, en deuxième partie, parce que nous, parents, ça nous intéresse, que oui, effectivement, le parent chrétien, en plus, peut faire de ce lieu un lieu de vertu, là où il est quand même a priori un lieu de vice, mais je refuse catégoriquement à Emmanuel Macron le droit de venir s'exprimer sur ce qui est bon pour nos enfants. C'est terminé. Emmanuel Macron n'a qu'une seule chose à faire, c'est faire ses bagages. Absolument rien d'autre. Et les hommes politiques ont perdu toute possibilité de venir éduquer nos enfants, et on voit bien qu'il y a une volonté de contrôle sur ce qui leur est enseigné. On retire finalement l'autorisation de l'école à la maison. Enfin, on vient ensuite contrôler ce qu'ils regardent, avec la volonté de contrôler les réseaux sociaux, et on vous parle des contenus d'extrême droite
qu'il s'agirait donc de combattre, si j'en crois Emmanuel Macron. Donc on va même leur interdire maintenant, on va même leur dire ce qu'ils doivent voter. Bon, il y a un moment... C'est plus simple comme ça. Il va falloir que nous, parents, reprenions la mesure que nos enfants n'appartiennent pas à l'État et que celui qui vient actuellement, au demeurant, donner son avis sur l'éducation n'a pas d'enfant. Comme ça, c'est posé. D'accord? Donc il y a un moment, tout le monde respire et on passe au sujet qui nous intéresse, qui est précisément celui de savoir comment on fait pour protéger nos enfants d'un mal bien réel. Premier élément, il faut commencer par le commencement, si je puis dire. Et au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Dire ça, c'est dire quoi? C'est dire d'abord que nos enfants ont besoin de cette relation. Le Verbe qui se fait chair, c'est la parole qui s'incarne. Ils ont besoin d'une parole de vérité, et ils ont besoin d'une parole qui vient véritablement habiter au milieu d'eux, et habiter au milieu de la cité. Et que cette parole, elle est une parole d'amour et de vérité. Premier élément. Et nous, parents, avons besoin d'être en vérité. La vérité, c'est que les réseaux sociaux ont, si on n'y fait pas attention, quelque chose de diabolique. Et que nos enfants peuvent vite être pris au piège là-dedans, parce que le réseau social fonctionne exactement à la façon du péché originel, et donc initial. Et d'une drogue. Plus encore que ça, sur le plan eschatologique et spirituel, il y a une dimension qui est celle du péché originel. Le péché originel, c'est quoi? C'est finalement la connaissance sans filtre. C'est le refus de l'intermédiation. Le refus de Dieu qui pose des limites et qui vient effectivement dire « tu n'as pas la capacité aujourd'hui », ce qui peut-être ne sera pas vrai demain, mais en tout cas aujourd'hui, tu n'as pas la capacité pour comprendre et pour saisir la plénitude de ce fruit, du bien et du mal. Et la tentation du serpent, elle est quoi? Elle est finalement de dire, mais pas du tout. Au fond, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on veut pas, c'est que tu sois comme un Dieu. Or, tu es parfaitement capable de tout voir, de tout juger, de tout comprendre. Tu peux tout faire, puisque tu es comme un Dieu. C'est ça que Dieu ne veut pas. Le réseau numérique, il fonctionne sur ce modèle anthropologique majeur. Que vous soyez chrétien ou non, réfléchissez-y 2 minutes sur le plan symbolique. Sur le fait que, au fond, le réseau social offre une omniscience apparente. Mais comment ça? Qui sommes-nous donc pour juger? Je l'ai dit tout à l'heure. Le premier propos qui pourrait m'être prêté est celui-ci. C'est de dire, mais toi-même, tu refuses finalement que le président vienne protéger. Ce qui n'est pas vrai. Je lui refuse la légitimité de le faire. C'est autre chose. Mais le fait est que l'enfant, l'adolescent, il est livré à lui-même dans un univers sans intermédiation et finalement avec avec des images, une infinité d'images, si je puis dire. L'enfant, l'adolescent, si le réseau social lui sert de babysitter, forcément qu'à un moment, il est seul face à cet écran. Il est seul face à cet écran, il est seul face à la tentation. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le péché originel. L'homme qui n'obéit plus à la voix de la conscience et finalement à la voix de l'autorité bienveillante, il est celui qui se retrouve seul face à lui-même et donc face à la tentation et qui succombe à celle-ci. C'est la différence entre Adam et le Christ. Le Christ au désert vient effectivement restaurer la tentation d'Adam. Le Christ ne négocie pas. Il vient opposer la parole, le Verbe qui se fait chair, oppose finalement la parole de Dieu à la tentation. Ce que n'a pas fait Adam et ce que nos enfants ne sont pas capables de faire. D'ailleurs, quand on voit, nous, comment c'est difficile parfois de sortir du scroll, du réseau social, et de se dire non, maintenant je limite mon temps, voilà, je vais passer une demi-heure et après j'arrête. Parce que tu es ce que tu disais tout à l'heure sur cette drogue, sur ce fonctionnement addictif. Oui. Et en fait, il y a donc 2 éléments. Il y a ça, là, que vient de décrire Claire, et puis c'est vrai que sur un plan chrétien, anthropologique, spirituel, nous avons, il faut bien comprendre, quelque chose là où on fait croire à l'enfant qu'en fait il a la plénitude. Il peut tout voir, tout contrôler,
pour garder. Et au fond, il est censuré. Lorsqu'il est censuré, parce qu'il est allé trop loin, la plateforme le censure. C'est une injustice profonde pour lui. Mais parce que, en fait, il y a quelque chose de l'ordre là, eschatologique presque, au temps dernier, avec un Dieu remplacé par l'algorithme, et finalement un homme qui se croit par l'algorithme tenté d'être omniscient. Et ça, c'est pas possible. Et donc, l'homme, finalement, c'est la grande tentation que décrit le catholique, a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, avant Dieu et non pas selon Dieu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'enfant et l'algorithme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ce qu'il faut comprendre, du coup, premier élément, si je puis dire, là on a un élément pour nous, parents chrétiens, important, rétablir la médiation, arriver dans la relation, ne pas laisser l'enfant seul face à... C'est trop dur. Parce qu'il n'est pas armé pour ça. Et puis parce que, au fond, on voit que le Christ oppose la parole de Dieu à la tentation. Et nous sommes la voix de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous sommes la voix de la conscience de nos enfants. Et nous sommes ceux qui, en tout état de cause, avons à nous poser en rempart contre la tentation et toutes les tentations de superpuissance, toutes les tentations d'infini. Le seul infini acceptable pour nos enfants, c'est l'infini de Dieu. Ne perdons jamais de vue que nos enfants ont, et c'est sain, un vide intérieur, comme chacun d'entre nous. Notre société pleine de bruit n'est plus capable, au fond, de faire place à ce silence intérieur qu'il faut combattre à tout prix, parce qu'il faut le combler. C'est détestable et c'est d'un danger dont personne ne mesure encore la réalité. C'est dans le silence intérieur que Dieu vient prendre chair. Et c'est aussi dans le silence intérieur que tu peux avoir une pensée autonome, libre. S'il y a du bruit partout autour, tu ne peux pas penser. Absolument. Et les régimes totalitaires l'ont bien compris, d'ailleurs. Et c'est important ce que tu dis, parce que tu évoquais, dans une présente conversation qu'on avait, notre jeunesse, effectivement, lorsque, finalement, nous n'avions pas ces sujets de tentation, et nous étions obligés, d'une certaine façon, de faire appel à notre créativité. Oui, tout à fait, parce qu'on s'ennuyait. Parce qu'on s'ennuyait. Qui ne s'est pas ennuyé Parce qu'on s'ennuyait. Et combien il est important de faire en sorte que vos enfants s'ennuient. Parce que c'est dans ce vide que, au fond, Dieu prend chair et que leur créativité peut trouver sa place. Et je voudrais ici vous dire, cette histoire de la nativité du Christ et de la maison commune. La maison commune, c'est cet endroit où il y a plein de monde. Il y a plein de monde et il n'y a pas de place pour l'enfant Dieu. Il faudra qu'il aille dans cette étable obscure, où alors il n'y avait personne, et là, il a pu, finalement, prendre chair. Eh bien, si vous voulez que l'enfant Dieu prenne chair dans la vie de vos enfants, il va falloir faire en sorte que vous lui fassiez de la place, que vous leur appreniez à vos enfants à lui faire de la place, parce que s'ils sont en permanence saturés comme la maison commune, il ne pourra pas naître dans leur cœur et dans leur âme. C'est impossible. Et un enfant qui a le cœur vide et qui n'est pas rempli de l'infini de Dieu est rempli par l'infini des algorithmes. Ça, c'est un choix parental à faire à un moment donné. Il y va de notre responsabilité. Et dire que 79% des parents sont d'accord pour dire qu'il y a un danger avec les réseaux sociaux, 79% des parents consentent-ils à l'idée que leurs enfants sont seuls avec les réseaux sociaux, qu'il y a une grande solitude. Et j'attire votre attention sur le fait qu'une étude a montré que plus je consommais les réseaux sociaux tôt et souvent, plus je me sentais seul, y compris lorsque pourtant j'avais des amis, en fait. Et rappelez-vous qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, au passage. Donc ça, c'est le premier point. Éduquer nos enfants, c'est leur apprendre la tempérance du regard et la chasteté du regard et la lenteur du jugement. À ne jamais confondre, Claire le disait dans une conversation qu'on avait tout à l'heure, elle disait, au fond, c'est un contenu émotionnel. Oui, le réseau social, pour t'accrocher et te retenir, il parle à ton émotion. Parce que s'il parle à ta raison, c'est bien, tu fais des raisonnements avec lui, tu évolues, mais au bout d'un moment, ta pensée, elle a besoin de se reposer et de reprendre par elle-même le raisonnement. Tandis que si on parle à ton émotion, l'émotion, elle peut durer des heures, en fait. C'est comme ça qu'il t'accroche. Oui et non, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'elle dure des minutes, l'émotion. C'est une succession de minutes. En fait, c'est le temps court, l'émotion. La raison, c'est le temps long. L'émotion, c'est le temps court. Et nos enfants, finalement, sont saturés d'émotions
qu'on leur présente comme la vérité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut durer longtemps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout le drame d'ailleurs. C'est le côté addictif. Oui, tout à fait. Deuxième élément, pour vous montrer quand même qu'il y a quelque chose de pas sain là-dedans, c'est viens, suis-moi. Connaissez, hein? Dire viens, suis-moi, c'est venez, suivez-moi, mais c'est aussi effectivement le jeune homme riche. Le jeune homme riche, vous vous souvenez de la scène, un homme qui respecte les commandements et respecte la loi, s'approche de Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? On voit qu'il a un manque, le manque dont on parlait tout à l'heure. Il a quelque chose en lui, là, qui lui manque. Il respecte les commandements, c'est un gentil garçon, pour faire simple, et effectivement, il lui manque quelque chose. Et le Seigneur va lui dire, bah, respecte les commandements, et pas de bon, ça je fais déjà. Et on voit que ça ne suffit pas. Et le Christ va lui dire, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Parce qu'il avait de grands biens. Et ça, suis-moi. Aujourd'hui, ce suis-moi, je voudrais vous le mettre en rapport avec les followers. Les followers. Les followers, littéralement, c'est les suiveurs. Voici que nous sommes passés d'une situation, réfléchissez-y, hein, où nos enfants sont appelés à suivre le Christ, à ils rêvent d'être suivis par le plus de followers possible. Et lorsqu'ils suivent sur les réseaux sociaux, ils ne suivent pas le Christ. Non, non. Alors, j'exagère, parce qu'il y a un phénomène que le pape actuel, Léon XIV, appelle la rue numérique, et il appelle les influenceurs chrétiens à venir exercer leur influence chrétienne sur les réseaux sociaux, pour précisément amener vers le Christ. Bon, on peut en discuter. Mais donc, le fait est que, néanmoins et en règle générale, si nos enfants ne suivaient que les influenceurs chrétiens, ce ne serait pas très grave. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, le fait est qu'ils rêvent d'avoir des millions d'abonnés, d'être suivis, et le problème, c'est qu'ils suivent à cette fin des gens qui leur montrent comment être suivis. Donc il y a un phénomène, là encore, vous le voyez, de quelque chose de diabolique là-dedans, de quelque chose de la tentation là-dedans, qui est complètement contraire à la foi, à l'humilité de la foi, en fait. On remplace l'humilité à l'âge où il devrait se mettre à la suite du Christ, avec les grands choix et avancer au large. Voici qu'effectivement, ils sont retenus prisonniers de leurs émotions, retenus prisonniers d'un écran qui ne leur permet pas, au fond, d'avancer au large et qui ne leur permet pas de se mettre à la suite du Christ et Sauveur, et au fond qui rêvent eux-mêmes d'être comme des dieux, être suivis et se mettre à la suite d'influenceurs ténébreux, là où ils devraient effectivement suivre la lumière. Et c'est un danger majeur. On suit, mais sans s'engager réellement. On suit sans s'aliéner, pense-t-on. Mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est dramatique. C'est quand on voit la difficulté qu'on a à ne pas suivre et à arrêter qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance. Être chrétien, c'est l'opposé, pour moi, des réseaux sociaux. C'est ne pas collectionner les abonnés, mais se laisser rejoindre par le Christ et se mettre à sa suite. Point. Donc, deuxième réalité à laquelle il nous faut adhérer en tant que parents chrétiens, c'est apprenons à nos enfants qui suivre. Apprenons à nos enfants à ne pas consommer, mais à consentir. Le véritable suivi, c'est celui du cœur. Que nous ayons la richesse du cœur, finalement. Et suivre le Christ, c'est choisir un chemin et pas un flux. C'est pas une timeline pour faire ça, pour faire simple. C'est pas un réseau. Les disciples du Christ ne fonctionnent pas en réseau. Non. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que le jeune homme riche, j'y reviens un instant, il est tellement semblable à nos enfants. Il a tout, ce jeune homme. Il est riche. Quelles sont les richesses de nos enfants qui les empêchent de se mettre à la suite du Christ? Nos enfants sont un peu comme ce jeune homme riche qui avait de grands biens. Demandez à nos enfants, finalement, de céder leur téléphone, de laisser leur téléphone. Demandez à nos enfants de laisser les réseaux sociaux pour une heure ou pour un jour. Et voyez si c'est simple. Si c'est pas simple pour eux, alors c'est que vous êtes dans cette dimension du jeune homme riche qui effectivement avait de grands biens, mais qui ne le rendait pas heureux, et c'est sur ces grands biens qui l'ont empêché, alors qu'il connaissait son manque,
de pouvoir le suivre. La drogue dont parlait Claire tout à l'heure, on la mesure ici, en ce que finalement l'abondance peut être une addiction, là, et y compris et surtout l'abondance de numérique. Il y a aussi une grande responsabilité des parents en tant qu'exemple pour leurs enfants, une grande responsabilité dans l'usage qu'ils ont eux aussi des réseaux sociaux. Parce que c'est pas très logique de demander à son enfant de ne pas être dépendant des réseaux quand soi-même on l'est quand même un petit peu. Il faut vraiment que les enfants nous voient aussi lâcher les téléphones, nous voient faire autre chose que scroller, nous voient avoir des amis, prendre du temps sans réseau, sans rien, parce que... et sinon, comment pourrait-il se dire que c'est possible si nous sommes tout le temps sur notre téléphone? C'est une dimension intéressante, effectivement, que développe Claire, qui est celle de l'exemplarité. En fait, nous n'éduquons pas par la loi verticale, nous éduquons par la loi horizontale. Par l'exemple. Et l'exemple, le Christ se fait serviteur, il montre l'exemple. Lorsque le Christ dit « aimez-vous les uns les autres » et aimer c'est tout donner et se donner soi-même, au fond, il ne le proclame pas du haut de sa chair, il vient le faire dans sa chair, précisément. Au sens où il vient véritablement se mettre au service. Eh bien, c'est la même chose. Nous n'éduquons pas nos enfants par la parole, mais par la parole qui se fait chair, par le Verbe qui se fait chair et qui habite parmi eux. Et si nous voulons habiter, si nous voulons que le Verbe soit une parole performative et une parole de vie, nous ne pouvons pas faire autrement que le vivre nous-mêmes. Une parole désincarnée n'a absolument aucun intérêt et au contraire est contre-productive dans l'éducation de nos enfants. Nous devons mesurer que la foi, elle ne s'impose pas à la force du canon, ce canon étant le canon de la parole d'autorité, mais la vraie parole d'autorité, elle est celle qui véritablement épouse la condition de l'autre. La parole d'autorité, elle est celle qui se fait premier serviteur. La logique chrétienne, elle est une logique en réalité de de Dieu qui s'abaisse pour que Dieu s'abaisse pour que l'homme soit élevé. Et si vous voulez élever vos enfants, vous ne pouvez pas faire autrement que vous mettre à leur niveau. Et que vous ne pouvez pas demander à un enfant de 10 ans ou de 15 ans de faire un effort sur les réseaux sociaux à une époque de construction intellectuelle, psychologique, spirituelle, alors que votre construction est censée être accomplie, vous ne le faites pas et vous ne pouvez pas le faire. Vous devez faire preuve d'humilité, humus, la terre, et finalement arrêter de vouloir proclamer des lois auprès de vos enfants que vous ne respectez pas. Parce que, je me permets de vous dire que c'est exactement ce que font les parlementaires et que nous le reprochons. Nous disons, ils ont voté la vaccination, mais pour eux, ça n'est pas le cas. Ils ont voté les efforts, mais eux s'en sont bien gardés. Mais nous, avec nos enfants, ne nous comportons-nous pas comme nos hommes politiques. C'est-à-dire qu'au fond, nous proclamons des choses. Écoute, les réseaux sociaux, c'est mal, mais nous avons le droit d'y passer 10 heures par jour. Insulter, c'est mal, mais nous avons le droit d'insulter la terre entière. Écoute, mon enfant, le Christ a enseigné la charité, non? Mets-toi un peu au service des autres. Mais nous, on reste planqués sur nos canapés et jamais on s'occupe du frère. Il y a un moment, écoute, pardonne, mais nous, jamais on pardonne. À quel moment on va comprendre que la vraie théologie est la théologie du témoin? Que nous sommes des témoins. Le Christ a dit, de moi, vous serez les témoins. Et les témoins premiers, c'est pour nos enfants. Et pour nos enfants. Comment pouvons-nous faire comprendre à nos enfants que Dieu est miséricorde si jamais nous nous demandons pardon? Bref. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une réalité derrière. Et Claire a tellement raison là-dessus. En premier, néanmoins, il va falloir passer par une phase de l'interdiction. Quand tout à l'heure Claire s'indignait des enfants de 5 ou 6 ans qui passent 2 heures par jour ou de plus sur les réseaux sociaux, il y a un problème. Il va bien falloir à un moment donné qu'on interdise. Là, il n'y a pas de discussion à avoir. Il y a une règle à poser. Et c'est difficile pour les jeunes parents de la poser parce que c'est bien pratique quand un enfant fait une crise, de lui donner le téléphone et il se calme.
mais je comprends ça tellement. Mais c'est pas leur rendre service non plus. Et vous devez mesurer qu'il faut interdire avant d'accomplir. Que c'est parce que la loi d'Israël a été donnée à Moïse que vous avez eu le Christ derrière qui peut l'accomplir. Que si la loi d'Israël n'avait pas été donnée à Moïse, que le peuple d'Israël n'avait pas été façonné, n'avait pas été biberonné à cette loi, n'avait pas été protégé par cette loi, eh bien le Christ n'aurait pas pu aller jusqu'à son accomplissement. Et donc si vous voulez accomplir quelque chose dans le cœur de vos enfants, vous devez commencer par le commencement, la pédagogie qui est celle de l'interdiction. Dieu interdit à Adam et Ève l'arbre de la vie, enfin, la connaissance du bien et du mal. Moïse a reçu les lois claires. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Et donc, on voit qu'il y a une interdiction claire. Et que l'interdiction, quand elle est là pour protéger parfois, bien sûr qu'il y a des interdictions arbitraires, et il faut aussi bien ce que fait le gouvernement. À ce sujet, je m'en amuse, pardonnez-moi un instant, lorsque Gérard Larcher s'indigne de l'interdiction potentielle de la buvette à l'Assemblée, ça montre un peu le niveau. Mais bon, peu importe, or que cette interdiction est fondée, peu importe. Mais le fait est que l'interdiction, elle est là pour protéger vos enfants. Bien sûr que pendant le temps de l'interdiction, il ne s'agit pas de se dire j'interdis et fin de l'histoire. Vous devez combler et vous devez effectivement déjà accompagner votre enfant vers sa maturité numérique. Parce que vous n'allez pas supprimer, soyons lucides, vous n'allez pas supprimer les téléphones à vos gosses jusqu'à 30 ans. Il y a un moment, vous allez dire quoi, à 18 ans tu fais ce que tu veux, mais c'est une manière de se débarrasser du problème. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'éducation, sinon leur apprendre à devenir libre? C'est un acte d'amour. C'est ça. Et c'est pareil pour les réseaux, c'est juste une éducation en plus. Et parce que c'est ce que dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et un des premiers temps, c'est l'interdiction. Puis vient le temps de l'accompagnement. De l'accompagnement. Et cet accompagnement, je crois vraiment qu'il est un accompagnement, il y a un âge, 13 ans, 14 ans, peu importe, 15 ans, l'âge où c'est l'âge où c'est le moment. Il s'agit en fait d'accompagner l'enfant vers la transition, réglementer la durée, réglementer les contenus. Ça veut dire d'en avoir parlé avant, de l'avoir sensibilisé avant au danger, l'avoir sensibilisé au danger, mais l'avoir également encouragé à suivre le bien, pour le coup. À regarder certaines choses. À regarder avec eux. Oui, c'est très important de regarder avec eux. Bien sûr. C'est un super moment en plus. Même, je veux dire, nous, on a fait ça assez souvent sur les réseaux, accepter de scroller avec eux. Bien sûr. De choisir ceux que vous suivez et scroller avec eux. Et accepter, quand ils sont un peu plus mûrs, de dire, regarde, là, tu vois, lui, là, je vais t'expliquer pourquoi il est dangereux à suivre. Et leur montrer, sous influenceurs de Dubaï, ce que vous voulez, montrer pourquoi c'est dangereux. Et la confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Bien sûr que non. Et c'est important de contrôler. C'est important de dire, écoute, je vais venir, aléatoirement ou non d'ailleurs, contrôler ce que tu avais. Pas du tout parce que je ne te fais pas confiance. C'est à eux que je ne fais pas confiance. C'est au numérique que je ne fais pas confiance, pas à toi. Moi, celui que je fais confiance, c'est au serpent. C'est pas à toi. Toi, mon ami, je te fais confiance. Toi, mon enfant, je t'aime et je te fais confiance. Mais je sais combien c'est difficile Mais je sais de moi résister. Combien c'est difficile. Moi, j'y arrive pas toujours. Moi, j'y arrive pas toujours. Et je suis obligé de compter sur l'autre pour m'aider, sur ta mère, sur ton père, pour m'aider à cela. Sur l'Église, pour m'aider à cela. Donc ça, voilà. Et puis, dernier point, accordez-vous des shabbats numériques. J'aime beaucoup ce mot de Shabbat numérique. Je vous dis ça parce que le médecin qui bosse pour nous au cabinet, c'est un type juif, assez incroyable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il peut y avoir, effectivement, je peux l'appeler samedi, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Et donc, moi, je réponds au téléphone le dimanche. Alors, il y a des fois, c'est urgent, pas de problème. Mais, en toute honnêteté, l'urgence, le dimanche... Ça pourrait attendre le lundi. Je vais vous dire, je pense que ça représentait sur toutes mes communications professionnelles, même personnelles d'ailleurs, mais professionnelles en particulier, 0,01%. Et même familiale. Je vais kidnapper le téléphone. Une urgence familiale qui justifierait... Ça a dû arriver 1 ou 2 fois avec SOS médecin, mais encore. Et vraiment encore. Rien qui n'aurait pu attendre le lundi. Et donc, accorder un Shabbat numérique, non pas comme le vide, mais le Shabbat, c'est le lieu de la célébration
C'est le lieu où on fait mémoire et on célèbre. On célèbre la vie, on célèbre la libération du peuple d'Israël. Et en fait, il y a quelque chose de ça. Aujourd'hui, on a perdu le sens du dimanche. Et c'est dommage, parce que finalement, c'est l'occasion. Le dimanche, moi je trouve que c'est un très bon jour du Shabbat numérique, pour le coup, pour véritablement être en famille et être dans cette dimension de silence numérique. Ben, ça peut être aussi le moment des repas. Mais c'est ça, mais bien si sûr, bien sûr. les repas, tu es avec ton téléphone, tu n'es plus une famille au bout d'un moment. Bien sûr, et puis, mais avoir plus que les repas, avoir bien plus que les repas pour le coup. Je pense qu'il faut aller plus loin et avoir des moments de pause numérique. Un peu comme en musique, vous avez les pauses, vous avez les silences, enfin les soupirs, vous avez les silences, et il y a un moment donné où c'est vraiment important des respirations, en fait. Accordez-vous des respirations. Et accordez à vos enfants de grâce, la grâce de la respiration. Si vous ne le faites pas, le monde ne le fera pas. Et ils n'auront pas la force de le faire. Et ils n'auront pas la force. Prenez le temps de lire avec eux. Ne leur dites pas lisez. Ah bah c'est un bon exemple, tiens. Ne leur dites pas lisez. Mais enfin, tu veux bien lire si vous n'ouvrez pas un livre si de vous n'ouvrez l'année. pas un livre de l'année. Ouais. Je veux dire, c'est bien la peine de leur dire non mais enfin, tu attends devant la télé si vous passez 10 heures par jour devant la télé. On rappelle cette vertu de l'exemple. Et si vous dites non écoute, le Shabbat numérique là c'est vachement bien, laisse-moi ton portable, alors que vous l'avez, excusez-moi. Mais Ça à un moment donné, pas. les enfants, je trouve, et je termine là-dessus, je pense qu'on peut terminer là-dessus, finalement, il faut que nous soyons capables de former des consciences capables de résister à la séduction du monde, à ses images, à son vertige, et certainement pas en fuyant le monde, mais véritablement en vous insérant dedans avec la circonstance que l'on est déjà sauvé, et qu'à ce titre, avoir cette pédagogie qui passe de l'interdiction vers la confiance, qui n'exclut pas le contrôle, et finalement par le fait de remplir, d'accepter le vide, de laisser nos enfants avoir un vide, et se vider du coup, pour mieux pouvoir se faire remplir de l'amour du Christ, c'est vachement important. Permettez, enfin, dernier point peut-être concret, invitez leurs amis à la maison, encouragez-les à avoir des vraies relations. Et pendant qu'ils sont avec leurs amis, arrivez progressivement à leur dire, t'as pas besoin de ton téléphone, vous êtes ensemble, pourquoi est-ce que vous auriez un téléphone chacun pour parler à d'autres, alors que c'est ici et maintenant que le Christ vient finalement vous rejoindre. Pensez à ces éléments. C'est vachement important d'être dans le dialogue avec vos enfants, dans ce principe de service, et ne proclamez jamais une loi qui vient d'en haut si vous n'êtes pas capable vous-même de la respecter. Soyez humble. Et c'est pas parce que, je termine, vous ne pouvez pas la respecter, ou vous la respectez imparfaitement, qu'il ne faut pas l'imposer. Tout à fait. Tout à fait. En disant, en justifiant justement cette imposition, parce que je leur dis, tu vois, moi qui suis beaucoup plus âgée que toi et qui, voilà, moi, des fois, j'ai du mal aussi à suivre cette loi. Et donc, il y a une relation aussi qui se passe avec votre enfant. Si vous acceptez de reconnaître que vous aussi, vous avez du mal, du coup, il se sent moins coupable. Et c'est vraiment, et puis ça lui apprend chouette. qu'on est fragile et faible. C'est ça, la vérité, quoi. C'est ça, la vérité. Enfin voilà, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur cette actualité des réseaux sociaux. Si on ne veut pas qu'Emmanuel Macron gère l'éducation de nos enfants, c'est à nous de la gérer. Exactement. Eh ben, bon courage. C'est ça. Hein. On vous souhaite bien du plaisir, beaucoup d'amour dans vos familles. Et on vous dit à la semaine prochaine. Quelle durée ? 48.